Bonjour Sophie. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on est à Paris. Mhm. Alors, comme tu sais, on est en train de réaliser un film sur le bonheur. Oui. Notre question est fondamentale. C'est quoi le bonheur pour vous? Alors, c'est quoi le bonheur pour toi? Alors, le bonheur pour moi, je vais commencer de manière très simple. En fait, le bonheur pour moi, c'est pas une destination. C'est un voyage, c'est un chemin. Donc, ça fait plusieurs années maintenant que je voyage, que je chemine sur ce thème-là, dans cette recherche-là. Au début, c'était une recherche personnelle qui peu à peu s'est transformée à la fois en recherche personnelle et en même temps en quête pas professionnelle, mais de transmission. C'est-à-dire que les moments de bonheur que je rencontrais, les astuces qu'on m'a données aussi ou que j'ai pu éprouver, aujourd'hui j'essaye de les transmettre aussi par plusieurs voies. Et pour moi le bonheur donc c'est savoir cheminer, c'est savoir que dans ce cheminement on peut tomber, mais qu'on va savoir se relever parce que on a eu des moments qui nous ont rechargés. C'est vraiment, enfin aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais aujourd'hui je suis persuadée que dans le bonheur, il y a beaucoup d'autres notions que l'épanouissement, le bien-être, la zénitude, etc., etc. Il y a la résilience. Dans le bonheur, il y a la résilience. Il n'y a pas le bonheur puis après la résilience. Dans le bonheur, il y a la résilience. Il y a, je me prends les pieds dans le tapis. Je tombe comme tout le monde, même si je suis... Alors quand je dis je, c'est un jeu un peu général, parce que c'est pas que moi, c'est ceux qui se sentent plutôt heureux dans leur vie. Ça les empêche pas de se casser la figure, de se prendre les pieds dans le tapis, et puis de savoir se relever finalement comme on se connaît un peu plus, comme on est plus attentif, à ce qui se passe. On va savoir se relever, s'écouter, donc se relever avec un petit peu moins de bleu à l'âme, par exemple, peut-être un peu plus rapidement que si on ne s'est jamais accordé de temps, d'amour pour soi, pour sa vie. Et le bonheur, pour moi, c'est ce voyage-là, ce voyage au cœur de la vie. Et donc, on va rencontrer à la fois des moments de grâce, et puis on va rencontrer des moments de doute. On va faire face à ses peurs. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans ces réflexions? Parce que j'imagine que tu t'es pas réveillé un matin et tu t'es dit, tiens, c'est quoi le bonheur pour moi? Bon, presque, mais c'était il y a fort longtemps, c'était il y a jadis. Je crois que j'ai toujours été attirée par ces questionnements-là. Je n'arriverai même pas à définir à quel moment je me suis posé cette question. Il y a très jeune déjà, c'était quelque chose qui m'intéressait, pour moi au départ, pas forcément de manière, mais pour moi de me dire, ben voilà, moi j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureuse. J'ai la sensation que, alors c'est peut-être pas tout le monde, mais qu'une grande partie des personnes se posent cette question, enfin se posent. C'est pas tellement la question, c'est quoi le bonheur, c'est juste j'aimerais être bien, j'aimerais me sentir bien, et le bien, dans le bien, il y a cet alignement intérieur, mais on le comprend plus tard. J'aimerais me sentir bien, c'est quoi? Ben en fait, depuis ce cheminement, depuis toutes ces années, je me rends compte que ce bien, c'est un alignement. C'est quelque chose où on se sent, nos pensées sont en accord avec nos mots, qui sont en accord avec notre cœur et avec nos comportements. Et là, d'un seul coup, c'est OK pour nous. On est on est congruent, on est dans un alignement de valeurs et d'actes, voilà. Et je pense que c'est ça. Alors, il y a très très longtemps, ça m'intéressait, donc j'ai commencé à faire des études de psychologie, et puis en même temps, plein de choses sont venues se percuter, donc j'ai fait des études à la fois de théâtre, et donc c'est le théâtre qui a pris le pas. Mais j'avais encore cette envie, encore cette recherche, donc je suis partie dans ma vie, on va dire, en ayant en tête l'idée qu'à un moment, il fallait qu'il se passe quelque chose avec ce thème-là. Donc c'est vrai, il y a quelques années de ça, je me suis dit, tiens, ça y est, c'est le moment, j'ai un appel. J'ai vraiment envie de répondre à cette question, comment font les gens heureux pour être heureux? Donc tu as écrit Cultiver votre bonheur. Donc j'ai écrit Cultiver votre bonheur. Donc il y a des techniques alors? Il y a des techniques, il y a des techniques. Moi, le mot, je n'ai peut-être pas tout à fait le bon. Il y a des récurrences, il y a
comment font les gens heureux pour être heureux. Il y a des comportements, il y a des valeurs, il y a tout un ensemble de choses qu'on va développer, enfin, moi j'ai développé dans le livre au fur et à mesure, pour les avoir éprouvées, et puis surtout par rapport à certaines études qui ont été menées, par rapport à, aujourd'hui on appelle ça la psychologie positive, hein, mais qui est extraordinaire, parce que moi je trouve personnellement, à un moment on s'est un peu réveillé en se disant ok, c'est bien de savoir comment faire pour que les gens soient un peu moins malheureux, qu'ils aient moins de névrose, moins d'addiction, etc. Donc ça c'était super important évidemment, ça contribue à beaucoup de choses, mais ça n'était pas suffisant. Il y a un moment, il y a des personnes, des experts, hein, qui se sont posé la question de se dire oui très bien, mais comment font les gens heureux pour être heureux? Comment font les gens qui vont plutôt bien pour aller plutôt bien? Quels sont leurs secrets? Quelque part, on a tous envie de savoir ça. Alors, comment ils font? Alors, ils font plein de choses. Ils font plein de choses différentes, mais il y a des récurrences. Ce sont des gens qui ont des objectifs, qui sont dans l'action, qui affrontent leur peur, finalement. Donc, du coup, c'est vrai qu'après le bonheur, en ce moment, je viens de terminer mon nouveau manuscrit, je me suis dit, le bonheur et les peurs ne sont pas dissociables. Donc, dans le bonheur, il y a des peurs, et dans les peurs, parfois, on trouve du bonheur. Donc, c'est savoir aussi affronter ses peurs. Donc, les gens heureux affrontent leurs peurs. D'abord, en se posant simplement la question, moi, généralement, dans les conférences ou dans les ateliers que j'organise, cette question revient tout le temps. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Et d'un seul coup, floup, il y a toute l'autorisation des rêves, parce qu'on est dans un cadre sécurisé, donc on va pouvoir rêver. Les gens heureux s'autorisent à rêver. Ça ne veut pas dire qu'ils se mettent la pression pour cocher toutes les cases. Les gens heureux s'autorisent à rêver. Et donc, le premier pas, c'est déjà ça. Rester un petit enfant. Rester un petit enfant, puis noter ses rêves, mais pour de vrai, parce que rester un petit enfant, il n'a peut-être pas forcément tout le temps l'autonomie et le droit de faire, de réaliser. On est adulte aujourd'hui, on a le droit de se... Alors oui, il faut absolument que les enfants rêvent et continuent de rêver, qu'on les accompagne dans ces rêves-là. Mais quand on est adulte, on a le droit de se poser encore ces questions. C'est quoi mes rêves? En fait, je veux quoi? Quand on est enfant, on nous apprend tout le temps, sous prétexte de politesse, qu'on ne dit pas « je veux ». Quand on est adulte, on est bien embêté parce qu'on nous demande « mais vous voulez quoi, vous, maintenant ?» Je ne sais pas. D'abord, je voudrais bien, parce que je veux, non. Repesons vraiment la question « je veux quoi ?» Et hop, alors moi j'ai un exercice dans « Cultiver votre bonheur », qui n'est pas de moi d'ailleurs, hein, mais que j'ai adapté, qui s'appelle la liste des 101 « je veux », en référence avec les 101 buts de Jack Canfield dans son livre « Le succès selon Jack », que j'adore. On aime, on n'aime pas, moi j'adore. Et donc, on dresse la liste de ces 101 je veux. Et on s'aperçoit très vite que l'autorisation déjà de rêver, on ne se l'est jamais donnée. Donc, très rapidement, de nombreuses personnes s'arrêtent au bout de 10 ou 12. Quand on regarde les rêves notés, ce sont tous des rêves très pragmatiques, très carrés. Ouais, voilà. Ouais. Ça, je peux le faire, donc je le mets. Nous rêvons, mais rêvons vraiment. Soyons créatifs, quoi. Mais oui, puis c'est pas grave si ça n'est pas possible. Je veux devenir une chanteuse d'opéra internationale. Oui, je sais que c'est pas possible, c'est pas grave. Je me donne juste, j'ouvre le champ des possibles. Je ne serai peut-être jamais, de toute façon, très certainement, jamais chanteuse d'opéra internationale. Mais par contre, ça révèle que j'aime chanter, que j'ai une affinité avec la musique, et pourquoi pas avec l'opéra. Par exemple, je me dis, tiens, je n'ai jamais été à l'opéra, j'aimerais beaucoup vivre cette expérience. En fait, voilà, le fait de réouvrir les possibles, le champ des possibles aujourd'hui, ça permet d'aller s'alimenter. Et donc cette liste, elle est pas faite pour être cochée entièrement, mais elle est faite pour nous révéler. Ouais, les limites même infinies, quoi. Et évidemment, on peut aller bien au-delà. Alors au début, on s'arrête à 10-12, et puis très rapidement, on s'aperçoit que les personnes, quand elles commencent à y aller, elles ne s'arrêtent plus. Et puis on peut revisiter, et puis finalement, on peut être surpris de se rendre compte quelques années après, parce qu'évidemment, il faut la garder précieusement. Moi, je l'ai fait il y a 5 ans ou 6 ans, et quand j'ai remis le nez dedans, je me suis aperçue que j'avais noté certains rêves qui aujourd'hui se réalisent. Ah ouais, tu prêches à convaincu, moi je faisais ça petit. Ah ben voilà. Ouais.
Tu as gardé tes listes? Ouais, je l'ai fait. Enfin, non, j'ai pas gardé les listes, mais j'ai gardé l'outil. Enfin, j'aime bien le faire régulièrement. Ouais. Alors moi, je conseille garder vos listes. Ok. Enfin, vraiment, parce que c'est extraordinaire d'aller remettre le nez dedans et de se dire oh, j'avais osé mettre ça. Et puis aujourd'hui, Check. finalement, c'est check. Quoi. Ouais. J'ai rayé. Moi, j'avais mis, je parle de ça, oui, c'est au moins il y a 5-6 ans, j'avais mis écrire des livres. Hein. Mais il y a 5-6 ans, pour moi, c'était complètement inatteignable. C'était un rêve que j'avais dans une valise enfouie au fin fond d'une cave quand j'étais jeune, puis qui a été abandonnée. Et puis qu'à un moment, je les ai remis, tous ces rêves-là, en jeu. Et puis, honnêtement, je n'ai pas réfléchi que je l'avais noté sur ma liste. Et puis à un moment, je me dis, mais, quand je retourne sur cette liste, je me dis, mais c'est incroyable, je l'ai noté. Et aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, j'écris des livres, donc je me dis, mais mince, quoi. Tout est possible. Mais tout est possible. Ouais. Est-ce que c'est pas finalement une introspection plus que rêver? Est-ce que c'est pas se retourner vers soi à un moment donné Aller rechercher, évidemment. et aller rechercher vraiment ce qui nous anime, Notre excellence. notre excellence, exactement. Ouais. Ouais. Notre excellence. Et on a peur de ce mot, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que l'excellence est quasiment synonyme à naturel, à ce qui en fait le plus. C'est quelque chose que l'on fait naturellement. Notre excellence, souvent, quand on va demander aux personnes, c'est quoi votre excellence, ils vont aller chercher quelque chose qui est vraiment très compliqué à réaliser. Alors qu'en fait, qui leur a demandé beaucoup de sueur. Alors qu'en fait, non, on devrait leur dire, mais non, regarde, tu es très empathique, tu es très à l'écoute, etc. Ça, c'est une excellence. Mais non, on va dire, mais non, tout le monde fait ça. Non, tout le monde ne fait pas ça. Ça, c'est ton excellence. Tu le fais de telle manière que tu rends les choses fluides, et ça, c'est ton excellence. En fait, on se trompe très souvent sur soi. C'est clair. Est-ce que ça serait pas encore mieux de mettre cette excellence pour un bien commun? C'est le but, j'allais dire, final. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. J'adore la phrase, alors je suis très très nulle dans les... en plus, il est décédé il y a très peu de temps, là, cette semaine, Wayne Dyers, c'est Wayne Dyers, qui a cette phrase qui dit on ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. On ne peut pas donner de son temps si on ne se donne pas du temps. On ne peut pas se donner de l'amour si on ne peut pas donner de l'amour si on ne s'aime pas. On ne peut pas, on ne peut pas donner. Je ne sais plus pourquoi je te dis ça. Cette phrase, je l'adore, mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je te disais là. Parce qu'on mettait notre excellence pour un bien commun. Oui, voilà. Donc, à partir du moment où on se trouve, on est ouvert aux autres. On ne se trouve pas. L'introspection, c'est quelque chose qui n'est pas fermé. On va aller se chercher, on va aller se trouver, on va s'aligner pour s'ouvrir. Donc oui, c'est toujours finalement pour l'autre. Ça paraît simple quand on t'écoute. Ça l'est. Alors, donc j'ai parlé de résilience tout à l'heure, j'ai parlé de peur, j'ai parlé de... Ce qui est simple, c'est quand on comprend qu'on n'est pas dans l'obligation d'être heureux, enfin, tel qu'on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire dans un état de béatitude constante, ce qui serait complètement aberrant. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc, là, comme on dit l'expression, on vend du rêve. Alors moi, je préfère vendre du rêve concret quelque part. C'est-à-dire, je ne vends pas de rêve déjà. C'est quelque chose que j'éprouve au quotidien. Quand j'ai écrit « Cultiver votre bonheur », les personnes, beaucoup de monde se sont dit que j'étais... du coup, Madame Bonheur, donc qu'il ne m'arrivait plus rien, que j'étais plus jamais triste, que j'étais plus jamais en colère. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on a. Et puis, on tend à ça. On se dit, quand on est heureux, fini les problèmes, fini les émotions. Mais on est mort quand on n'a plus d'émotions. Moi, j'ai encore peur. Donc, mon prochain livre est sur ça. D'ailleurs, ça va s'appeler Même pas peur. Donc, c'est pour dire, j'adore cette expression. Parce qu'elle est très proche du bonheur. Même pas peur, c'est à la fois, quand les enfants, et certains le disent, c'est à la fois, je me lance un défi, j'y vais, quoi. Les gens heureux, on se demandait que font les gens heureux pour être heureux, ils se lancent des défis et ils n'ont pas peur de l'échec. Pour eux, c'est pas un échec, c'est juste, voilà, j'ai voulu faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai encore envie de le faire, donc je vais réessayer. Donc voilà, pour moi, même pas peur, c'est ça, c'est, je me lance le défi, mais je dis même pas peur à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'ai un peu peur, et ma peur, je la prends par la main. Je lui dis, allez, on y va, on saute, on y va ensemble. Je sais que tu es là, tu prends pas toute la place, ce qui me permet de faire, je t'oublie pas,
J'ai peur, certes, mais j'y vais. Et moi, vraiment, j'ai la sensation personnelle, hein, pour le coup, je ne voudrais pas parler à la place des autres, mais que dans ma recherche du bonheur, j'ai découvert ça. Et ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée de me dire, je ne suis pas obligée de faire semblant. T'es humaine, quoi. Voilà. Et que, en tant qu'humaine, j'ai le droit d'être triste. J'accueille la tristesse, je la laisse passer, et ensuite, je vais me retrouver avec cette sensation de bien-être. Il y a une chose qui est pour moi très importante, c'est que les moments de bonheur, c'est important de les ancrer en soi. C'est très important. Parce que ils vont nous, un peu comme un portable, ils vont nous recharger jusqu'au bout, comme ça. Voilà, on se recharge. Et à quoi ça sert? Déjà à être rechargé, à être bien, à ressentir tout ce bien-être. Et puis en plus d'avoir des ressources intérieures qui vont nous servir au moment où on va trébucher. Au moment où la vie va nous envoyer une intempérie, genre une tornade dans notre vie, une tornade existentielle, où d'un seul coup on va devoir se retrouver devant un mur et on va vouloir... alors on aura, voilà, à ce moment-là, je pense que si on est rechargé, on a cette capacité de l'escalader. Si on ne sait pas recharger dans les moments de bonheur. Quand je parle de recharger, c'est vraiment ancrer. Alors moi, je suis coach PNL, donc ancrer, l'ancrage, ça veut dire que les moments où on se sent bien, c'est important de pouvoir les vivre pleinement, par tous les sens, que ce soit auditif, que ce soit kinesthésique, le corps, pardon, que ce soit par l'odeur, par les mots, par les pensées. Voilà, on le vit très fort. Et ça, le corps s'en souvient. Et le corps et le cerveau aussi sont nos amis les plus précieux. Donc au moment où ça ne va pas, ils vont se charger de nous aider. Mais ça, c'est OK si on a pris le temps de tout ça, si on est fatigué par la vie, si on n'a jamais ressenti ces moments-là parce qu'on n'a pas été aidé ou pas eu le temps, ou pas. On arrive face à des événements durs, fatigués, vidé. Et pour ça, on n'a plus les ressources pour faire face. Et voilà, pour moi, c'est ça aussi. Le bonheur sert à faire face. Ouais, ça ne m'étonne pas. Dans ces réflexions, moi, j'en suis venu carrément avoir un projet que je mets en place là, depuis 9 mois, c'est de créer une école, ce que j'appelle l'école de la vie, pour les enfants, de la maternelle jusqu'au bac. L'école de la vie, je pense que tu comprends, c'est une école alternative. Évidemment. Parce que moi, ma conclusion de tout ce que je vis depuis 25 ans, c'est que tout part de l'éducation. Et donc du coup, quand je t'écoute, mais quand j'écoute aussi toutes les personnes que je rencontre, je me dis, le déconditionnement d'un être humain, donc d'un adulte, il peut être quand même assez long. Pour certains, ça peut être rapide, mais globalement, c'est assez long, parce qu'il y a tout un déconditionnement de schémas à enlever et tout, etc. On doit apprendre à désapprendre. Exactement. Alors que si on part de la base, je pense qu'on gagne du temps, quoi. Mais exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis une archi convaincue. Mais évidemment, alors, dire, tu prêches dans la bonne église, comme on dit, parce que je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas la norme. C'est clair. C'est tout. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi on n'apprend pas, ça devrait être même une matière principale, aux enfants à se connaître, à connaître l'autre, à vivre ensemble, pour faire des formations dans les entreprises, sur différents thèmes. C'est vrai que moi, mes compétences, on va dire, c'est la communication interpersonnelle. Je suis heureuse de le faire, ça me plaît. C'est juste que je me dis, mais c'est drôle parce qu'on ne devrait pas attendre d'être adulte pour réapprendre ça. C'est évident. Ça devrait être essentiel. Moi, je pense qu'il y a des raisons. Un peu facultatif dans le sens où on a besoin d'une culture générale, on a besoin de comprendre les mathématiques parce que ça structure l'esprit, on a besoin de jouer avec la langue parce que justement ça aide à communiquer, mais pourquoi apprendre à jouer avec la langue et à connaître la langue si on ne nous a pas appris à comment l'offrir à l'autre? Gérer nos émotions, les gérer comprendre. Nos émotions. Une émotion, pour un enfant, c'est essentiel qu'il puisse comprendre qu'il a le droit d'être en colère, qu'il a le droit d'être frustré, qu'il a le droit d'être triste, mais il y a une manière de le dire. Il a le droit de pleurer, mais il y a une manière de le faire et de le dire. Mais comme on ne veut pas, c'est vrai que souvent je dis, c'est vrai qu'aux enfants, on va leur dire, ils se mettent à pleurer, on va leur dire, ah non, hein, tu files dans ta chambre, hein, puis tu reviendras quand tu seras calme. Ils se mettent à faire un caprice, ils veulent absolument, ah non, hein, pas de caprice, hein. Tu files dans ta chambre et tu reviendras quand tu seras calme. Bon, même quand ils sont heureux, ils font trop de bruit, ils sautent dans tous les sens, il y en a partout. Ah non, 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 on s'arrête, allez jouer dans votre chambre. Vous reviendrez
quand vous serez calme. Ouais. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Parce qu'on encode l'idée qu'en société, il faut être calme. Mais ça n'existe pas. Du coup, pour moi, ça va encore plus loin. Je me dis, ok, une école pour les enfants, mais il faut une école pour les parents. Et il faut une école pour les enseignants. Ils n'ont pas eu l'école de la vie avant, on est obligé de les remettre dans l'école de la vie. Ouais. Mais déjà, si on pouvait le faire, si tu peux, mais continue, quoi, parce que si tu peux le faire pour ces générations d'aujourd'hui, les générations de demain, mais c'est évidemment le chemin qu'il faut prendre. C'est nécessaire. Il ne faut plus se poser la question, il faut y aller. Bon, des précurseurs, pas autant que ça, c'est vrai. En France, c'est pas encore tout à fait. Il y a un peu, mais non, c'est vrai, tu as raison. Mais malgré tout, il faut continuer le. Voilà, c'est un peu comme dans un relais, on se passe le comment on appelle? Le flambeau. Alors le flambeau et puis voilà. Je vois ce que tu veux dire. Passons-nous le flambeau, quoi. Allumons la flamme, continuons. Enfin, je trouve que c'est. Moi, je pense qu'il y a des raisons, tu vois. Je pense que l'éducation nationale, la société, avec tout ce que ça comprend, l'agroalimentaire, la pharmacie, etc. Tout ça, c'est des schémas qui sont quand même bien construits pour faire une population un peu sclérosée, qu'on ne demande pas trop de réfléchir, plutôt d'être un petit peu stressé et plutôt anxiogène, quoi. On est dans cette dynamique-là, c'est vrai. Ouais. Après, je pense pas que, enfin, pour certains, il y a une vraie volonté, même parfois une volonté de nuire, mais je pense que si l'homme s'est laissé un peu dépasser par tout ça, et est un petit peu, pas en panique, mais en perte de repère, en se disant... J'ai mis mon cerveau à contribution de plein de choses pour faire que cette humanité avance toujours dans cette recherche perpétuelle de progrès, et puis qu'en fait, ils se sont laissés dépasser par leur propre création, et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ces créations peuvent nous détruire. Création, ça implique beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est au détriment des relations humaines, et qu'en fin de compte, on n'a pas besoin d'autant de choses, c'est tant mieux. Moi, je ne suis pas du tout contre la modernité, contre tout ce qui se passe aujourd'hui. Savoir prendre le virage aussi est important. Être en résistance sur vraiment tout ce qui toutes ces nouveautés, c'est ne pas savoir lâcher prise. Lâcher prise, c'est lâcher la prise. À un moment, on prend le virage avec, mais on va avec. Être contre, c'est pas une bonne énergie. On peut s'opposer, il faut essayer d'aller avec, puis d'entraîner, c'est-à-dire de rendre la dynamique, de redonner une bonne dynamique. Et je crois qu'on en est capable. Moi, je suis très optimiste de ce côté-là, c'est que je me dis, il y a un vrai mouvement qui se passe. La preuve en est, regarde, on est là tous les deux, et je me dis, on n'est pas les seuls. Il y a un vrai questionnement aujourd'hui. Alors, c'est embryonnaire peut-être, mais ça vient. Alors, embryonnaire, même pas. Moi, je pense que quasiment, au moins depuis 5-6 ans, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait, mais à l'échelle planétaire. D'accord, hein, tu sens ça toi aussi. Ouais, alors vraiment. Moi, je le sens vraiment. Ah ouais, et puis ça s'accélère. Ouais, ça va très vite. Mais moi, ça me conforte dans cette idée que, voilà, il y avait une vague souterraine. J'avais cette idée de me dire, il y a une espèce de tsunami souterrain qui arrive. C'est pas une petite vaguelette, c'est un vrai tsunami. Il y a un renversement de paradigme. Exactement. On est en train tout doucement là de switcher de paradigme. Exactement. Et je me sens pas une optimiste béate. Je me sens pas. Vraiment dans la vraie vie avec les problématiques d'aujourd'hui, mais avec cette énergie humaine forte. Donc toi, tu as trouvé ton point d'excellence et tu le mets à contribution pour un bien commun. Qui est remis en cause tout le temps. Vraiment, je ne me sens pas... je me sens pas experte. Je me sens au même niveau que tout le monde et j'échange. J'échange le vécu, mon vécu, j'échange le vécu aussi, j'accompagne, je suis coach, donc j'accompagne pas mal de personnes, donc en tant que formatrice aussi, je rencontre énormément de gens encore aujourd'hui, cet après-midi, je suis avec des yeux remplis à la fois d'amour et de curiosité sur toutes ces personnalités différentes. Chacun a, en fait j'aime bien l'idée de me dire, chaque personne que je rencontre est à la fois mon maître, et mon élève. J'ai quelque chose à lui donner, il a quelque chose à me transmettre. Et j'adore ça. Et donc, je suis souvent ballottée. Et puis cette année, j'ai eu une année vraiment où, pour le coup, les événements m'ont mis à l'épreuve. C'était important pour moi d'ailleurs. Et c'est marrant parce que ça a coïncidé avec mon manuscrit sur les peurs. Pas de hasard, hein. Bon, voilà, merci, c'est bon, j'avais pas la peine de... Ben voilà, alors j'ai affronté beaucoup de mes peurs. Et je me dis, finalement, quelque part, je me dis... Mais ça marche dans le sens, j'ai vraiment su cultiver mon bonheur ces derniers temps, ces dernières années, et je me dis, mais oui, mais heureusement, parce que ça a été ma force intérieure. Mais je me dis pas, je suis, ça y est, droite comme un i, non.
Je suis le roseau. Ah, j'aime bien cette... C'est le chemin d'une vie. Hein. Ah oui. Et puis le roseau, il a les racines profondément ancrées. Donc, il ne meurt pas, il ne casse pas. En fait, il ne casse pas. Par contre, bloum, il plie. Il plie sous la tempête. Et quand la tempête, il revient. Je me sens comme ça, en fait. Comme le roseau. Clouc, clouc. Et j'aime bien ça. Après, j'espère que... voilà, toujours cette idée de relais, de transmission. Je vais transmettre quelque chose à quelqu'un et peut-être, je me dis, cette personne, si ce n'est même une seule personne, va peut-être transmettre à son tour et à un moment, on va peut-être retrouver la même langue du cœur, quoi. En fait, le même langage du cœur. Tu participes à quelque chose de global Ouais, et d'énorme. Cette interview en fait partie. Et moi, je me déplace un petit peu partout dans le monde. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais je peux te dire qu'on est des millions et des millions de personnes à apporter une pierre. Et donc, au bout d'un moment, on va former un gros caillou. Hein. C'est exactement une montagne. Exactement. Une grande montagne. Et je t'envie et continue. Je ne le fais pas autant que toi, même si je me déplace un peu. Continue de faire ce que tu fais parce que c'est essentiel. C'est essentiel en plus parce que tu vas partout. Tu m'as dit que tu avais été au Canada. Enfin, tu vas partout. On a besoin de cette... globalité-là. On est tous de la même maison, de notre terre d'accueil. La terre d'accueil, c'est la terre. Et j'aime bien les gens comme toi qui vont aller chercher, voilà, on n'est pas juste bobo pareil. Enfin, moi, je me considère comme bobo aussi. Hein. Je ne critique pas parce que je me considère vraiment aussi comme ça. C'est pas que un petit cercle de personnes. C'est notre maison, c'est notre terre. Tu vas aller partout chercher... le ressenti, tu vas poser la même question, si j'ai bien compris, à tout le monde. Et je trouve ça extraordinaire parce que j'aurais aimé le faire aussi. Et voilà. Donc, grâce à toi, je le fais quelque part et je le ferai peut-être un jour aussi. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller... l'humain me passionne. Donc je te recommande vivement de le faire. Mais oui. Vraiment, c'est une expérience humaine incroyable. Ah ouais. J'en suis sûre. Est-ce qu'il y a une citation qui te suit partout ? Alors, on ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Franchement, elle me suit partout, celle-ci, vraiment. Après, à froid, comme ça, j'en ai beaucoup. En plus, moi, j'ai un site, un blog qui s'appelle Concentré de bonheur, où alors là, il y en a vraiment à foison. Je ne suis pas ultra douée pour les sortir à froid. Pour t'aider, moi, j'en ai une que j'aime beaucoup. Ouais. C'est... Soit le changement que tu veux voir dans le monde de Gandhi. De Gandhi. Je trouve que... Mais ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, elle fait partie presque de toutes les conférences ou de les formations que je fais parce que c'est par soi qu'on commence en fait. Et puis, si on change quelque chose en soi, sans attendre forcément que le monde change finalement, mais juste nous, c'est systémique. Il se passe quelque chose de différent, forcément à un moment. Mais oui, je l'aime bien celle-ci. J'essaye en même temps de réfléchir. Oh, j'en ai 250 en fait, mais c'est juste que là, moi, j'arrive pas à en poser une. Mais ouais, non, je pense que je garderai quand même. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Parce que je trouve que c'est vraiment important ça n'est pas égoïste que de penser à soi. Parce que quand on pense à soi et qu'on arrive à être aligné justement, c'est une ouverture, c'est absolument pas une fermeture. On ne se recroqueville pas, on se dresse, on s'aligne pour pouvoir s'ouvrir. Et j'y crois, mais très très fort. Donc je garde celle-ci, même si j'en ai beaucoup d'autres. Merci Sophie. Merci à toi Julien. À très bientôt. Merci.